Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre réunion club de ce soir, en présence du comité de pilotage du club d'EVRH et aussi de quelques membres du club d'EVRH qui vont nous rejoindre ce soir. Pascal Picot, donc le président du COPIL d'EVRH, va vous dire un petit mot d'accueil. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis content de vous retrouver dans ces moments toujours un petit peu troublés. On aurait préféré tous pouvoir le faire en présentiel. Je pense qu'on est sur la dernière ligne droite. Il faut mettre un grand coup de collier, voilà, pour qu'on puisse tous profiter de ces bons moments qu'on n'a pas oubliés, qu'on a mis dans un petit coin de notre tête et qu'on a tous envie de retrouver rapidement. Boire un petit verre ensemble sur une terrasse ensoleillée, voilà, c'est l'agora qu'on connaît, qu'on aime et qu'on a envie de retrouver. Une actualité en plus, j'allais dire, autour de la formation. Vous avez vu, alors moi c'est mon sujet, je vais faire une petite parenthèse sur l'apprentissage. Les aides ont été repoussées jusqu'à la fin de l'année, donc 5 000 euros, 8 000 euros que certains ont peut-être connus. Voilà, un développement aussi autour d'un jeune, une solution, donc un plan massif d'aide pour remobiliser et faire repartir le pays après crise. Et puis, une mission sur laquelle je suis, moi, avec la haut-commissaire aux compétences, c'est un plan massif de modernisation, de digitalisation de l'appareil de formation, donc 300 millions d'euros qui sont mis sur la table. Il va y avoir des appels à projets qui vont être lancés pour digitaliser et moderniser notre appareil de formation. Donc voilà, je pense que l'ARH et la formation, il y a beaucoup de choses à faire et on en est très content. Pour accompagner au mieux les hommes et les femmes, la première valeur de l'entreprise, et ça fait la transition avec notre thématique du jour sur la fusion et ce qui s'est passé autour de Pernod Ricard, qu'on va avoir le plaisir d'entendre. Je te redonne la parole. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau notre partenaire Axis avec Laurence Suprano, qui est donc une des associées d'Axis Consultant, et Iman Chiboub, qui est donc manager au sein d'Axis Consultant. Et ce soir, vous avez fait venir à distance, oui, en raison des contraintes sanitaires, vous avez fait venir Nicolas Potet, dont vous allez nous dire ce qu'il fait. Laurence, vous allez nous expliquer donc le rôle de Nicolas et surtout ce que vous avez fait avec lui chez Pernod Ricard. Voilà. Merci Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en quelques mots, une petite présentation de Nicolas. Donc, Nicolas Potet intervient chez Pernod Ricard France, la nouvelle entité dont nous avons accompagné la naissance au cours de l'année 2020. Qui résulte de la fusion des deux entités historiques que étaient Ricard et Pernod France. Et Nicolas avait en charge l'ensemble du chantier d'accompagnement du changement de ce grand projet de transformation. Et donc, ça a été notre client pendant cette grande aventure que nous avons menée ensemble. Et donc maintenant, il a un rôle de business relationship manager au sein de la nouvelle entité Pernod Ricard France. Pour démarrer cette présentation, juste rapide présentation du contexte et du sommaire et de cette présentation. Donc, Nicolas va commencer par présenter le contexte de Pernod Ricard, rappeler, au-delà des marques bien connues de Pernod et de Ricard, quels sont les grands chiffres et les grands enjeux de Pernod Ricard France, pour ensuite nous présenter la transformation et la création de cette nouvelle entité Pernod Ricard France. Donc avec Iman, ils alterneront sur la présentation des grands leviers de transformation qui ont été mis en œuvre dans ce projet, de l'accompagnement que nous avons apporté auprès des équipes de Pernod Ricard. Et nous reviendrons bien sûr sur les facteurs clés de succès et les enjeux et les enseignements que nous avons tirés de ce grand projet. D'accord. Très joli programme. Je pense que Nicolas va pouvoir démarrer avec la présentation du groupe et de l'entité Pernod Ricard France. Merci encore. Donc, je vais commencer. Donc, Pernod Ricard France, c'est une filiale qui a été créée le 1er juillet
2020, une filiale du groupe Pernod Ricard, coté au CAC 40, qui compte à peu près 8 à 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un petit peu moins ces 2 dernières années en raison du contexte Covid que vous connaissez, 18 000 employés à travers le monde, et la filiale Pernod Ricard France en tant que telle, elle compte 1200 collaborateurs, une force de vente d'à peu près 500 collaborateurs, qui sont répartis sur 9 directions régionales. Et le chiffre d'affaires de cette filiale Pernod Ricard France, c'est un gros demi-million d'euros, donc 550K, et un portefeuille, la gestion d'un portefeuille d'une cinquantaine de marques. La transformation de Pernod Ricard France, quelles ont été les motivations? Donc, premièrement, il faut comprendre que malgré le fait que Pernod Ricard existe, on a tendance à penser que les sociétés Ricard et Pernod ont été fusionnées en 75, date de la création du groupe Pernod Ricard. C'est exact, sauf en France, puisqu'en France subsistaient deux sociétés, deux filiales, Ricard et Pernod, qui étaient bel et bien concurrentes. Commercialement et d'un point de vue marketing. En 2015, on a fait un premier rapprochement sur les services qu'on appelle les services support, c'est-à-dire le légal, la RH, la DAF, la supply et l'IT. Mais le marketing et les ventes restaient séparés et donc concurrents. Lors de ces rapprochements-là, qui était le programme Leaders, nous avons déjà été accompagnés par la société Axis, notamment sur le volet Change. Donc tout ça s'inscrit aussi dans un contexte où le marché français sur le champagne et les spiritueux devient de plus en plus tendu, notamment sur les anisés. Donc il était temps d'enclencher une transformation profonde de notre entreprise, et de là est né le programme Reconquête, qui visait trois grands axes. Le premier, c'était la reconquête de nos consommateurs, qui passait notamment par la rationalisation et le rapprochement de nos marques en un seul et même portefeuille. Le deuxième axe, c'était le fait de repenser le modèle commercial en mettant en œuvre un réseau de distribution unique pour l'ensemble de ce portefeuille et ainsi retrouver une agilité vis-à-vis de nos différents clients. Et enfin, le troisième axe, c'était bel et bien de réunir nos collaborateurs au sein d'une seule et même société pour gagner en simplicité, mais aussi en agilité. Alors si j'introduis un petit peu sur la nature de la transformation telle qu'elle a été engagée grâce au projet Reconquête auprès de Pernod et Ricard pour construire Pernod Ricard France, je dirais que la caractéristique principale qui nous a marqué quand on est arrivé à Axis pour cette deuxième phase de transformation, c'était que cette fois-là, nous avons relevé un défi qui était celui d'une transformation totale. La première transformation qui avait été engagée en 2015, finalement, avait comme objectif de la mutualisation, de la synergie dans les processus et les systèmes d'information entre Pernod et Ricard, à trouver pour faire converger ces fameuses fonctions support. Là, le projet Reconquête avait vraiment comme ambition une reconquête commerciale, donc de toucher au cœur de métier, qui est celui du business de Pernod Ricard, aux forces de vente, qui étaient des populations extrêmement sensibles, et d'engager une transformation culturelle. Il faut savoir quand même que les deux entités que sont Pernod et Ricard, historiquement, qui ont perduré au sein du groupe, sont finalement des entités qui avaient une culture extrêmement forte, des valeurs communes de groupe, mais des cultures intrinsèques de chacune des entités extrêmement fortes. Donc on est vraiment parti avec un challenge et un défi majeur que de créer finalement une entité commune avec des valeurs communes et une ambition unique pour ce nouvel ensemble que constituait Pernod Ricard France. Donc voilà ce qui a caractérisé pour Axis le fait de relever ce défi quand nous sommes arrivés 5 ans plus tard, on va dire, pour accompagner Pernod Ricard France. D'accord. Merci Laurence. Donc cette transformation profonde, nous l'avons structurée autour de 8 grands piliers que je vais vous détailler.
Le premier pilier, c'était faire émerger une culture commune. Donc, Laurence vous l'a dit, Ricard et Pernod étaient des sociétés concurrentes enfin en tout cas en France, jusqu'en 2020, jusqu'au 30 juin 2020. Il fallait faire émerger une culture commune, c'était un impératif. Une culture commune, ça ne se décrète pas, ça se construit et ça se co-construit. Donc, nous avons créé un réseau d'éclaireurs qui était basé sur le volontariat. Donc, il y avait une soixantaine de collaborateurs qui se sont portés volontaires pour identifier les différents points d'attention qui devaient être adressés dans la culture commune. Par exemple, le droit à l'erreur, par exemple, la féminisation, par exemple, la diversité. Et pour permettre aussi de traiter le point justement de ces deux cultures qui étaient très fortes, mais aussi parfois antagonistes. Donc, de cette culture commune a émergé un nouveau mot qui est maintenant très ancré dans notre vocabulaire. Ce mot-là, c'est oser. C'est un acronyme qui se compose des 4 lettres. Donc, O pour ouverture, S pour la simplicité, E pour le droit à l'erreur et enfin R pour la responsabilité. Deuxième pilier, c'est les nouveaux environnements. Nous avions un certain nombre de sièges, de locaux qui étaient disséminés en France. À Paris, il y avait 2 sièges de Pernod Ricard, enfin en tout cas 2 bâtiments du siège de Pernod Ricard, un troisième pour le siège de Pernod Ricard IMIA. Nous avions la fondation d'entreprise Ricard, qui est une fondation à but mécénat. Nous avions HCI, enfin Havana Club, nous avions la direction régionale Ricard, nous avions aussi le siège Pernod à Créteil. Donc, donc là, nous avons fusionné tous ces bureaux-là dans un seul et même local, dans un seul et même établissement à Paris, Saint-Lazare. À Marseille, nous avons fait pareil pour le siège de la société Ricard, le siège historique depuis 1932. Les directions régionales de Ricard et Pernod, et tout ça, on les a déménagés dans un centre d'affaires au Doc à Marseille. Donc évidemment, changement majeur pour les collaborateurs. Troisième pilier, le campus. Il est clair que nous avions une forte ambition aussi de développement des compétences, et pour cela, nous avons créé une nouvelle direction qui s'appelle le campus au sein de la DRH, avec des budgets de 3 millions d'euros sur 3 ans, en plus des budgets de formation. Donc, on peut mesurer là l'ambition de développement des compétences de notre société. En pilier 4, nous avions évidemment la convergence des systèmes d'information, parce que d'un côté Ricard, de l'autre Pernod, et un système d'information de chaque côté. Donc là, il a fallu en un temps record, à savoir un petit peu plus de 12 mois, rationaliser, faire converger ces 2 systèmes d'information en un seul et unique, plus simple, plus efficace, pour qu'il soit le plus adapté possible. Le 5e pilier, j'ai parlé de simplification, donc on est bien évidemment sur ce point-là. Donc simplifier le système d'information, j'en ai parlé, mais aussi les différents processus et les différents métiers, dans le but d'aller chercher l'excellence opérationnelle et gagner encore une fois en agilité. Donc c'est passé par exemple sur la simplification de notre portefeuille de marques, sur les références les moins rentables. 6e chantier, le chantier des initiatives métiers, enfin 6e pilier. Là, l'objectif était de gagner en efficience. Par exemple, on a revu totalement le rôle du commercial terrain, et on l'a outillé en tant que tel. On a développé de nouveaux canaux de distribution, des ventes, pour aller chercher de nouveaux clients, de nouveaux types de clients, et donc de la croissance. Donc tout ça, évidemment, ça crée encore une fois beaucoup de changements. Autre pilier très très important, c'est le pilier RH et social. On peut comprendre que réunir 2 sociétés avec une très grosse histoire en une seule et même société, ça a des gros impacts. Les impacts les plus significatifs étaient sur la population commerciale qui devait se rationaliser entre Ricard et Pernod, mais aussi au niveau des équipes marketing qu'on a fusionné à Paris. Donc, on a les équipes de Marseille, Ricard, et de Paris, Pernod, qui ont été fusionnées
à Paris. Donc tout ça, on a accompagné sur ce volet RH en faisant plusieurs tours de France. On en a fait 9 avec les directeurs commerciaux, avec la DRH, pour communiquer sur tout ça, sur tout le volet RH et social, mais notamment, et pour mettre en face des gens, des collaborateurs, l'ensemble des cartes pour qu'ils puissent faire leur choix de manière le plus éclairée. Est-ce que je reste dans cette nouvelle société? J'aurai un nouveau rôle. Est-ce que ce nouveau rôle me convient ou est-ce que je quitte cette société? Donc, on a passé beaucoup de temps à expliquer tout ça, à accompagner les relocalisations. Nous avons créé aussi une 50aine de nouveaux postes pour accompagner la nouvelle stratégie. Et évidemment, il y a eu tout le chantier de fusion des contrats, de tous les dispositifs RH, les nombres de congés, les RTT, qui évidemment n'étaient pas identiques à gauche et à droite. On a passé aussi beaucoup de temps sur l'accompagnement de ceux qui restent. On ne voulait pas aller dans le syndrome du survivant pour qu'on communique plus à ceux qui potentiellement allaient partir que sur ceux qui restaient. Donc, on a eu aussi ce point-là en point d'attention et on a passé du temps aussi à accompagner ceux qui restent. Et enfin, dernier pilier, c'est le pilier RSE. Il faut comprendre que nous avons une stratégie RSE groupe très, très ambitieuse sur 2020-2030. Et là, il s'agit de mieux communiquer sur nos atouts, sur nos marques fer de lance RSE. Et la transformation reconquête était un très bon vecteur pour ce pilier RSE. Donc, nous avons identifié 5 principaux enjeux pour l'accompagnement au changement de cette transformation majeure. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que pour répondre à cette intensité de changement, il a fallu partager une vision commune, ça j'en ai parlé, qui donne du sens aux collaborateurs et crée du lien. Il faut expliquer et faire comprendre le why à chacun. Donc là, on est sur le pilier sur l'enjeu de gauche, sur la vision commune. Sur le pilier RH, il fallait construire des personas sur chaque fonction, chaque poste, pour bien identifier pour chacun de ces postes, de chacun de ses collaborateurs, les nouvelles attentes de la transformation, de l'entreprise transformée, ceux qui changent, ceux qui ne changent pas, évidemment en lien étroit avec les IRP et le calendrier associé qui, comme vous pouvez vous imaginer, était très contraint. La transfo culturelle, j'en ai parlé, donc c'était basé essentiellement sur le réseau d'éclaireurs qui, quasiment 10 mois après la création de la société, est toujours pleinement actif et continue d'amener des préconisations auprès du CODI. On a parlé aussi de transformation opérationnelle pour ancrer les nouveaux modes de fonctionnement qui sont arrivés avec la nouvelle société. On parle d'ancrage, mais on parle aussi de mesure. Il faut qu'on soit en mesure justement de mesurer les gains de cette transformation opérationnelle. Et enfin, vous l'avez compris, faire converger 2 systèmes d'information en un seul. Nous avons un enjeu très fort de transformation technologique, puisque l'ensemble, et je pèse mes mots, l'ensemble du système d'information a été impacté par ce changement. Donc, il fallait évidemment communiquer et accompagner au mieux les collaborateurs qui utilisent du matin au soir l'ordinateur avec une multitude d'applications associées. Merci Nicolas. Du coup, je vous propose de passer à la deuxième partie de la présentation en présentant les différents leviers de l'accompagnement au changement. Donc, notre conviction profonde avec Nicolas est que l'atteinte de l'ensemble des enjeux d'accompagnement que Nicolas citait, et donc la réussite de la transformation, nécessitait une vraie exploration, une vraie phase d'analyse globale des différents volets de la transformation d'un point de vue culturel, RH, opérationnel et aussi SI. Nous avons mené une phase de diagnostic très importante pour d'abord comprendre les priorités stratégiques de l'organisation cible de Pernod Ricard France
et ensuite identifier les principaux impacts de cette transformation. Donc je dirais que notre démarche était agile et surtout très cadencée au rythme des jalons du calendrier social. C'est-à-dire, dans un premier temps, on avait démarré une analyse, je dirais, confidentielle, très restreinte aux acteurs internes et externes qui étaient mis sous accord de non-divulgation. Et c'est vrai que cette première vision de diagnostic de la transformation nous a permis d'avoir un coup d'avance, notamment en orientant, enfin pour mieux orienter la seconde étape du diagnostic. Et celle-ci a consisté en fait à élargir l'analyse avec l'ensemble des parties prenantes de la transformation, notamment je pense aux différents membres du CODI, les directeurs, les managers des différentes directions, les différents chefs de projet et aussi tous les porteurs finalement des différents chantiers de transformation. Donc les éléments que nous avons pu collecter auprès de ces différentes personnes étaient clés pour nous, parce que ça nous a permis de préparer tous ces éléments de langage qui donnent le sens de la transformation à chacune des populations cibles. Et d'ailleurs, en parlant de populations cibles, c'est aussi une voie importante de la transformation. Et c'est pour ça qu'on avait mené différentes journées Vie ma vie, en totale immersion au sein des équipes de la force de vente, notamment les chefs de secteur, les managers de vente, pour justement capter cette réalité, ce ressenti du terrain, je dirais aussi faire émerger ce vivant et vibrant du terrain qui est très précieux pour commencer à préparer les éléments de mise en mouvement autour de la transformation. Bien sûr, en racontant ça comme ça, on a l'impression que la démarche est simple, mais en réalité, ce n'était pas forcément quelque chose de simple et d'aisé à faire aboutir. Il a fallu du temps, aussi beaucoup de patience pour élargir ce périmètre d'analyse auprès de parties prenantes qui était clé pour nous et qui nécessitait d'être embarqué, informé à minima sur les fondamentaux de cette cible organisationnelle. Et puis, Nicolas me dira combien même on a dû attendre des semaines et des semaines pour pouvoir solliciter un directeur qui n'était pas encore nommé ou qui était en cours de prise de poste dans cette organisation cible. Il y avait aussi un besoin de temporiser ce diagnostic par moment sur des thématiques qui nécessitaient plus de clarification ou de maturité, et aussi ce volume très important finalement d'interviews, d'ateliers menés avec différents profils était consommateur de temps. Donc on avait besoin d'anticiper, d'être très souple aussi pour mobiliser les bonnes personnes au bon moment. Voilà, mais au final, je dirais que cette phase de transformation est incontournable pour nous, équipe d'accompagnement au changement, parce que c'est là où on a vraiment appréhendé le sens de la transformation et qu'on a pu décliner en une vraie stratégie d'accompagnement au changement. Donc Nicolas, je te fais l'ouverture pour nous présenter un des premiers leviers d'accompagnement à la transformation. Évidemment, on devait absolument commencer par les essentiels métiers, c'est-à-dire, si je prends un exemple, la partie commerciale, je disais, a été la plus significativement touchée
par cette transformation-là. Elle a été totalement refondue organisationnellement parlant. Elle a été totalement refondue d'un point de vue process métier, d'un point de vue rôle et d'un point de vue même fiche de poste. Donc, il a bien fallu comprendre déjà avant de commencer l'existant. Donc, ce qui existait avant, donc en termes de rôle, en termes d'objectifs, et quels étaient les attendus du management. Il a fallu aussi travailler sur la cible qui, comme l'a un peu expliqué Iman, était en évolution permanente, puisque dès lors que l'annonce a été faite de manière officielle, si je vous donne des dates, elle a été faite de manière officielle en octobre 2019. Avant, nous étions peut-être en interne une trentaine au courant, une trentaine de personnes au courant, donc ça fait vraiment peu hein, sur un effectif de 1500 personnes, 1200 personnes, plus des partenaires externes comme Maxis notamment. Et donc, certains directeurs qui allaient être nommés quelques mois après, découvraient peut-être aussi leur nouveau poste. Donc, c'était assez complexe, mais nous avons appris en marchant. Et le but, donc, c'était de pouvoir décrire le nouveau rôle, les nouveaux attendus, les nouveaux objectifs et le rôle du manager. Alors, pourquoi j'accentue le rôle du manager? C'est que nous avons voulu lui faire tenir l'un des rôles charnières de cette transformation-là, puisqu'on l'a impliqué dans tout le processus de change, que ce soit sur la communication envers ses équipes et que ce soit en formation aussi, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, où toutes les formations des équipes étaient animées en binôme, un formateur, interne ou externe, plus le manager de l'équipe. Le manager devait profiter de cette formation-là pour déjà parfois connaître sa nouvelle équipe, parce que des fois c'était le cas. Et deuxième point, d'adopter le plus rapidement possible une posture de management, une posture de guide dans cette transformation-là. Donc, il était essentiel, avant de parler, par exemple, de changements sur les processus SI, de bien faire comprendre aux personnes ce qui change dans leur métier et surtout le pourquoi. Et enfin, comment je traduis ce nouvel acte métier, ces nouvelles attentes métiers dans les nouveaux systèmes SI. Et ça, c'est Iman qui va vous en parler. Une de nos convictions les plus fortes aussi était de mettre en cohérence nos leviers d'accompagnement qui devaient refléter justement cette transversalité de la transformation. Nous avons défini l'embarquement de la force de vente sur les essentiels métiers dont parlait tout à l'heure Nicolas comme un indispensable et un prérequis à la conduite du changement sur la convergence des processus et des systèmes d'information des deux sociétés Pernod et Ricard. Par exemple, je suis commercial chef de secteur, un essentiel métier va me permettre de comprendre mes nouveaux objectifs commerciaux et en quoi ils contribuent à cette aux nouveaux objectifs de Pernod Ricard France. Par ailleurs, la formation sur les processus et SI va me permettre en tant que commercial de faire ce lien entre les processus que je déroule dans l'outil et l'atteinte de mes objectifs commerciaux. Donc vraiment ce coup d'avance pris avec Nicolas sur la conduite du changement sur le chantier processus et SI nous a permis d'intégrer les autres piliers de la transformation et notamment en intégrant le comité éditorial de communication Pernod Ricard dont l'objectif était d'adresser l'ensemble de la communication sur les 8 piliers de la transformation de manière holistique. Donc le plus grand enjeu pour nous était d'abord de piloter, d'animer ce plan de communication qui était unique et global sur ces 8 piliers de transformation et aussi de pouvoir le cadencer aux jalons de la transformation et aussi de mettre en cohérence les messages sur les différents piliers, de
mettre en cohérence les messages et aussi nos éléments de langage avec comme seul fil conducteur le projet de transformation Reconquête. Voilà, donc Nicolas, je te laisse la main pour finir peut-être sur le dernier levier d'accompagnement. Merci Iman, je prends la main. Donc peut-être que si je refais un peu l'histoire de ce programme, personnellement quand mon directeur est venu me voir, ça devait être en avril 2019, en me demandant de le suivre, de mettre dans son bureau, avec une enveloppe à la main. Donc je ne savais pas trop ce qu'il allait advenir de moi. Donc il m'a présenté l'enveloppe et c'était donc un fameux NDA, donc une clause de confidentialité. Et donc il m'a expliqué le programme et ce qu'il attendait de moi. Et ce qu'il attendait de moi initialement, donc en avril 2019, c'était de prendre en charge le pilotage du change, mais uniquement du volet SI. Pourquoi? Parce que notre société, à l'époque nos deux sociétés, Pernod et Ricard, ne voyaient le change que par le prisme IT. Donc petit à petit, en travaillant avec Axis, qui comme l'a expliqué Iman, étaient eux aussi sous NDA, nous avons détaillé notre approche et nous sommes vite aperçus que le change ne pouvait pas rester au niveau IT et uniquement au niveau accompagnement parce que l'application 1 va changer et l'application 3 aussi. Il fallait impérativement prendre du recul et amener un pilotage transverse du change au niveau de Reconquête. Donc, nous avons mis en place, nous avons dû convaincre avant, quand même, ça n'a pas été simple, mais nous y sommes parvenus. Et nous avons mis en place une gouvernance à tous les étages, opérationnel, tactique, stratégique et même CODI, puisque j'ai fait un certain nombre de présentations change, de compte rendu change au CODI. Et donc, tout ça pour nous permettre de piloter, de synchroniser, de séquencer de manière la plus cohérente possible et surtout compréhensible d'un point de vue collaborateur, le changement qui allait se passer au 1er juillet 2020. Puis arriva le Covid, étonnamment en 2020, il ne suffisait pas de construire un beau plan d'accompagnement, il a fallu aussi l'improviser et surtout l'adapter au contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Nous avons tous été frappés de plein fouet par cette situation inédite avec un contexte terrain très difficile en raison du ralentissement de l'activité commerciale et aussi pour nous l'impossibilité d'accompagner nos populations cibles au plus près, c'est-à-dire sur site ou dans des salles en physique. Donc en un temps très court avec Nicolas, nous avons dû repenser tout notre plan d'accompagnement au changement et notamment sur le volet de la formation et la montée en compétences. Nous avons dû basculer finalement notre parcours de formation et d'accompagnement des populations cibles qui était initialement prévu en présentiel vers une approche qui est 100% digitale et distancielle. Et finalement, cette nécessité d'innover dans l'urgence nous a inspiré la proposition d'un plan d'accompagnement hybride et qui est jalonné sur 3 temps de formation. Là, on le voit bien. On avait donc proposé un premier temps avant la formation avec des modules e-learning en prérequis pour faire valider les acquis et ancrer les premières notions. Et ensuite, des webinars à distance pour donner du sens à tous les contenus qui ont été appréhendés au préalable en e-learning et aussi renforcer la mise en situation et la mise en pratique à distance avec nos populations cibles. Et puis, il y avait un 3e temps que nous avions proposé et que nous avons souhaité avec Nicolas expérimenter, qui est de mettre en place des activités de micro-learning après cette phase de formation pour approfondir les connaissances des populations et aussi mesurer
l'ancrage des acquis après quelques semaines de la formation. Notre objectif en fait de cette démarche était de combiner une approche macro et micro de formation pour apporter davantage déjà de flexibilité pendant cette période et aussi d'autonomie aux apprenants pendant une situation inédite et très difficile pour nos populations cibles. Et je pense fortement à toutes les équipes de force de vente. Donc on pourra, Nicolas, enchaîner sur nos principaux facteurs clés de succès. Oui, tout à fait. Donc, comme expliqué précédemment, nous sommes partis d'un périmètre change, donc en avril 2019, uniquement IT. Et nous sommes arrivés au final sur un plan de change global au niveau du programme de transformation de l'entreprise naissante Pernod Ricard France. Donc, il a fallu accompagner finalement plein de nouveaux sujets qui n'étaient pas identifiés dans le cahier des charges initial, et notamment dans celui aussi de Axis. Donc, on parle ici de diagnostic, de co-construction de ces essentiels métiers, de changement sur la convergence des processus et du système d'information, du pilotage transverse du change et du volet communication dont nous a parlé Iman. Et tout cela, avec, ça demandait d'un point de vue accompagnement et d'un point de vue Axis, un panel de profils variés. On parle ici d'experts change, évidemment, d'experts communication, évidemment, de PMO, pour battre la mesure, notamment auprès de moi, les experts métiers, qu'ils soient au niveau vente, au niveau opération, au niveau finance, au niveau marketing, bref, tous les métiers qui étaient impactés, c'est-à-dire quasiment tous, et aussi le directeur de mission que j'ai cru voir dans le chat. Tout à fait, Nicolas. J'aimerais tout de même souligner que nous avons réussi à mettre en place cette approche d'accompagnement, comme tu dis, intégrée, grâce aussi à ta posture de fervent porteur de l'accompagnement au changement sur le projet Reconquête, aussi grâce à ta contribution transverse aux différents chantiers de transformation, et ta présence aussi a été clé dans les différents comités stratégiques, tactiques et opérationnels de la transformation, qui a fait émerger progressivement, et on l'a senti, une espèce d'émulsion et de prise de conscience de l'importance de la conduite du changement dans un projet de transformation. Et aujourd'hui, avec quelques mois de recul, de notre point de vue extérieur, on a constaté que il y a eu une vraie évolution de l'état d'esprit et aussi de la démarche d'aborder la conduite du changement au sein de la société Pernod Ricard France dans le cadre de la transformation. Aujourd'hui, l'accompagnement au changement est considéré comme étant un vrai vecteur de la transformation. Ce n'est plus un nice to have, c'est vraiment un incontournable qui va au-delà, bien sûr toujours en adhérence avec toutes les thématiques de gestion sociale et RH. Merci pour cette transition parfaite, Iman. Donc, le change chez Pernod Ricard France, tu l'as dit, Iman, le change était avant uniquement IT, il est maintenant global, on ne va plus y revenir, c'est un succès. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre et qu'est-ce qu'on met en œuvre aujourd'hui? Donc, il faut comprendre que nous sommes encore en transformation profonde. Nous avons la bagatelle de 10 programmes de transformation, soit en cours, soit dans les tiroirs. Donc, on va encore subir et participer à pas mal de transformations dans les années à venir. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a mis pour se préparer à ça? Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? On a mis en place une cellule en charge de structurer,
de piloter tout le changement. Cette cellule-là, elle s'est ancrée dans notre organisation quasiment au plus haut, puisque deux représentants du CODI y siègent, notre DRH, notre DSI, mais aussi la directrice de la transformation, le directeur du campus et moi-même. Quel est l'intérêt, l'utilité de cette cellule? Il est multiple. Premier point, c'est de prendre le temps de formaliser des narratifs, le why en anglais, donc des narratifs pour accompagner la transformation et communiquer, pour diffuser la vision commune. Chaque projet est maintenant évalué d'un point de vue change pour identifier l'intensité, la sévérité du changement qu'il va apporter. Donc on cartographie, donc on a mis en place un toolkit qui permet aux chefs de projet de cartographier les impacts, leur intensité et de passer devant le comité de change pour une évaluation, un assessment pour évaluer s'il y a lieu d'accompagner de manière dédiée le changement de tel ou tel projet. On va mentorer les chefs de projet qui n'ont pas les compétences ou les connaissances pour faire justement cet accompagnement au changement. Et en plus, ce comité de change est une sorte de tour de contrôle qui permet d'avoir une vision sur tous les projets qui se passent dans l'entreprise et donc d'avoir un avis sur le séquencement, sur le déploiement de tous ces différents projets qui vont forcément avoir des collisions, notamment en termes de changement au niveau des collaborateurs. Dernier point, c'est l'apport d'innovation. Ce comité de change doit aussi amener des compétences, amener des innovations pour que l'accompagnement au changement soit le plus efficace et le plus au goût du jour, on va dire. Donc, Iman a parlé du micro-learning qui va être largement utilisé, notamment dans le cadre d'un projet qui est à destination des commerciaux, où on fournit un nouvel outillage pour gérer leurs clients. Et deuxième innovation, c'est le micro-survey, c'est-à-dire, alors il n'y a rien de très innovant, vous allez me dire, c'est vrai, c'est en fait de la capacité d'interroger à intervalles réguliers les collaborateurs qui sont impactés par un projet donné et de comprendre comment ils le vivent pour faire une inflexion pour amender notre plan de communication, pour amender notre plan de formation, pour amender notre plan d'accompagnement. Bref, en conclusion, on peut se dire que Reconquête est arrivée, il y avait beaucoup d'incertitudes au début, le changement avait une place toute petite, Reconquête est passée et nous avons maintenant nous sommes outillés et nous avons fait prendre conscience à toute la société jusqu'au CODI que le change avait un intérêt majeur dans l'ensemble de nos projets. Laurence, souhaites-tu ajouter quelque chose? Merci Nicolas. Oui, en termes de conclusion, je voulais juste revenir sur ce que nous avons aussi appris au sein d'Axis grâce à cette aventure que nous avons menée auprès de Pernod Ricard. Donc j'insisterai sur 3 points. Le premier, c'est la capacité à rester dans le rythme. C'est un projet qui a dû être mené tambour battant. Nicolas l'a dit, on a démarré au printemps 2019, d'abord sous accord de confidentialité. Et le chantier de change a dû être mené vraiment vraiment en mode nominal sur une période extrêmement courte, puisque ça dure à peu près 6 mois. Et là encore, il a fallu, et c'est le deuxième point pour moi très important, s'adapter, savoir se réinventer avec l'arrivée de la crise sanitaire et la nécessité de pouvoir passer en mode distanciel. Donc cette capacité d'adaptation, on l'a entraînée aussi grâce à des nouveaux outils, à la capacité à expérimenter,
de nouvelles méthodes et essayer de fournir de nouvelles expériences apprenantes aux collaborateurs de Pernod Ricard, avec la volonté de mettre en œuvre des méthodes le plus autonomisantes possible. Et finalement, je dirais que le dernier point sur lequel nous avons aussi pu progresser et avancer, c'est sur la capacité à intégrer ce projet de transformation, comme vient de le démontrer Nicolas, dans ce qu'on appelle le mode pérenne. C'est-à-dire finalement, ce sont des projets où beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, d'ailleurs en consulting, sont mis sur la table par les sociétés pour mener, accompagner, sécuriser ces transformations. Et nous avons pu le faire en pérennisant ces approches-là pour qu'elles soient mises en œuvre de manière sur le long terme au sein de Pernod Ricard France, avec notamment le campus qui accompagne désormais Pernod Ricard dans la suite de cette transformation. Bien, nous sommes arrivés au terme de notre soirée. Un grand merci à Laurence, à Ayman et à Nicolas pour cette présentation très complète. Notre prochain rendez-vous, Pascal, c'est le 8 avril et nous serons avec les DRH et le DVRH pour recevoir Sylvie Bréget, qui est criminologue.